à tous et bienvenue à ceux qui sont ici avec nous et ceux qui sont à distance. Je suis Iria Marquez, je suis une des associées d'Areci et d'Epoca. Epoca, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un écosystème de 200 personnes avec 3 grandes expertises qui sont la communication corporate, la communication RH et la communication B2B. Moi, j'ai le plaisir de piloter une équipe qui s'appelle Digital et Data. Vous imaginez bien la raison pour laquelle je suis là. C'est une équipe qui est particulièrement investie dans les sujets d'IA, mais ce n'est pas la seule équipe, puisque toute l'agence, depuis fin 2022, début 2023, s'est lancée dans les sujets d'IA et notamment évidemment d'IA générative. Alors je pense que ceux d'entre vous qui ont déjà franchi le pas, vous avez vécu les choses un peu comme nous. C'est-à-dire se lancer dans le bain de l'IA, ça ressemble plutôt à ça. Énormément de solutions dès le début, un nombre de solutions qui se démultiplient à une vitesse jamais vue. Vous voyez les chiffres du nombre de solutions, certainement dans les réseaux sociaux et dans vos articles. Et puis parallèlement, un nombre de formations avec des qualités variables, avec des contenus variablement intéressants, un nombre de formations qui se démultiplient également. Et nous, à l'agence, on s'est dit que finalement, il fallait qu'on garde notre métier, qui est celui de répondre aux besoins de nous en interne et de nos clients. Et donc, on a effectivement lancé une approche, une démarche qui consiste à gérer l'IA pour nous, en interne, pour nos clients, et puis avec des solutions assez inédites dans le marché de la communication, avec des solutions aussi pour les clients de nos clients, c'est-à-dire vos clients à vous. Dans ces solutions, ce qu'on cherche à faire, et notamment avec la conférence de ce matin, c'est à faire en sorte que l'IA soit appréhensible par nos cerveaux. Vu la masse de choses, l'essentiel pour nous, de notre mission, pour nos équipes et pour les équipes de nos clients, c'est de faire en sorte qu'on décortique, qu'on trie et qu'on ne garde que ce qui est important pour vous. Vous avez, pour ceux qui ont fait des formations, nous on en fait tout le temps, vous avez remarqué que sur une formation, quelle que soit sa qualité, quelle que soit son ampleur, qu'elle soit de 2 heures ou qu'elle soit de 20 jours, il y a une part assez considérable de choses qui ne nous concernent pas, dont on ne saurait que faire. Et donc nous, on essaie de faire ce tri-là. Aujourd'hui, on a structuré une démarche, peut-être que certains d'entre vous ont fait également cet exercice. Cette démarche, elle vise à garder nos équipes le plus en front possible avec l'avancée des technologies, avec deux grands piliers. Le premier qui est celui de mettre à disposition les outils. Aujourd'hui, évidemment, les équipes ont accès à ChatGPT et à d'autres générateurs. On a produit et on continue de produire en fonction du besoin et de mixer parfois des GPT ou des solutions sur mesure. Et puis, on veille à cette notion de changement, de conduite du changement, même si on est une agence, même si ça bouge par nature dans une agence, il est toujours important d'accompagner le changement. Et donc, on a un certain nombre de rythmiques en interne. Je pense que certains d'entre vous ont déjà mis ça en place également. On a un certain nombre de rythmiques en interne qui nous permettent de faire que ce n'est pas un sujet un peu champignon qui pousse et on l'oublie, mais qu'il s'intègre, qu'il transforme la maison Epoca dans son ensemble. Et puis pour nos clients, on opère la même chose. On a une démarche qui est faite de 2 grands piliers. Le premier pilier d'accompagnement. Ce matin, ce que vous allez voir avec Salim, à qui je vais donner la parole dans une minute, fait partie de ce premier pilier, c'est-à-dire vous aider en fonction de votre stratégie, ou vous aider également à structurer votre stratégie IA, faire en sorte qu'on puisse vous délivrer des formations, des événements comme des hackathons par exemple, ou comme des expéditions de learning qui fonctionnent extrêmement bien et qui ouvrent par nature l'esprit de vos collaborateurs. Et puis un certain nombre de solutions, j'y reviendrai, qui sont des solutions là, purement technologiques qu'on met en place pour nos clients. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Salim qui va vous décortiquer, vous baliser ce vaste monde de l'IA. Salim, c'est à toi. Merci Ria.
Et merci de m'accueillir ici. Bonjour à tous et merci d'être venus. Bonjour à ceux qui sont en ligne également. Donc en effet, comme le disait Iria, on va rapidement parler d'intelligence artificielle, puisque vous êtes venus pour ça, et surtout de voir comment l'intelligence artificielle bouleverse chacun de nos métiers et surtout bouleverse la société dans sa totalité. Avant de commencer, peut-être rapide introduction pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la tech, comme on dit. Donc au tout début de l'internet, au tout début du mobile, au tout début de tout. En fait, j'étais un petit peu au tout début de tout, donc ce qui permet d'avoir cette vision de est-ce que c'est transformatif ou est-ce que c'est pas transformatif. Donc déjà, première chose, c'est hyper transformatif ce qu'on est en train de vivre. Au niveau de l'IA, en plus de l'IA générative, c'est pas comme ce que vous avez pu voir il y a quelques temps avec le métavers, c'est pas un truc qui va faire flop. Donc si c'était ça que vous aviez dans l'idée, c'est pas du tout ça. Quelque chose qui est là pour rester, qui est vraiment là pour bouleverser les choses. Là où on va avoir une approche un peu différente aujourd'hui, c'est vraiment sur le fait de... On va parler de technologie, mais on va surtout aussi parler de compétences humaines. Parce qu'en fait, les deux vont de pair. Et il n'est pas lieu de se dire qu'aujourd'hui, l'IA va remplacer l'homme. L'homme sera remplacé par ceux qui n'utilisent pas l'IA. En revanche, l'IA ne va pas remplacer l'homme, en tout cas pas demain, et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, sans doute vous avez vu, c'est pas derrière, c'est là, voilà, je vais m'y faire avec les slides. Sans doute vous avez vu un certain nombre d'annonces depuis la sortie du fameux ChatGPT le 30 novembre 2022. Il y en a une qui était particulièrement intéressante, c'est celle de l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui disait qu'en fait on va voir un raz-de-marée qui va se passer dans les années qui viennent, jusqu'à 2030. Et ce raz-de-marée, il est dû à plein d'effets, mais évidemment à l'automatisation des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? C'est-à-dire que finalement, il y a pas mal de métiers qui vont changer, qui vont évoluer. Certains vont disparaître, d'autres nouveaux vont apparaître. Et ce qu'il faut regarder, c'est comment chacun d'entre nous, et avec nos équipes, on tire notre épingle du jeu justement pour s'augmenter grâce à cette nouvelle technologie et non pas en avoir peur et la craindre. Donc, avant même de commencer, on va faire la petite question que j'adore. Qui a déjà essayé ChatGPT dans l'audience et si vous êtes en ligne? Alors c'est génial parce qu'en fait, je pose cette question depuis à peu près 14 mois maintenant. Et chaque mois, il y en a un peu plus, donc c'est génial. Il y en a un peu plus, mais on n'y est pas encore. Je déjeunais il y a 2 jours avec un directeur marketing, que je ne nommerai pas parce que je l'aime beaucoup, et qui m'avouait dans le plus grand des secrets qu'il n'avait pas encore essayé. Et je me dis, mais comment c'est possible? En 2024, tu n'as pas encore essayé de ChatGPT. Donc au moins, là, grosso modo, la majorité des gens ici ont essayé. Après, l'autre question que j'aime bien poser, c'est qui l'année dernière a fait plus de 20% de productivité grâce à l'intelligence artificielle ou ChatGPT? Ah, il y a moins de monde déjà. OK. Alors la question suivante va être un peu plus compliquée, ou en tout cas, je vais pouvoir vous entendre. Quels sont vos freins? Qu'est-ce qui vous a empêché aujourd'hui de gagner cette productivité qu'on annonce avec ChatGPT, ou en tout cas avec l'IA générative? Lâchez-vous, je suis à votre écoute. Ce ne sont pas forcément des tâches qu'on peut automatiser. D'accord. Donc pour ceux qui n'entendent pas, donc pas forcément des tâches qui sont automatisées. J'entends là-bas quelque chose que j'entends souvent, la DSI. Quoi d'autre? ROI prouvé. ROI prouvé. OK. Les droits, sécurité des données. Alors en fait, il y a en fait, comme je vous dis, il y a pas mal de choses comment dirais-je, qui ne vont pas, dont la sécurité. Là, c'est un article que je prenais il n'y a pas très longtemps, où effectivement, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette IA générative. Déjà, ça forme ce qu'on appelle des hallucinations, donc des informations qui ne sont pas forcément vraies. Ça crée parfois des images qui sont tendancieuses, pour ne pas dire qui dépassent un certain nombre de critères qu'on voudrait mettre en place. Et effectivement, il y a aussi un problème de droit. Donc il y a pas mal de problèmes aujourd'hui. Comme on dirait, la peinture est encore fraîche sur l'IA générative, et ce qui bloque l'adhésion de cette IA générative dans un grand nombre d'entreprises. La réalité, c'est qu'en fait, si vous limitez à ça, vous n'allez pas l'utiliser ou ne pas l'utiliser suffisamment. Aujourd'hui, la technologie, comme je disais, est encore fraîche, mais en revanche, elle est très puissante. Donc il faut justement savoir l'utiliser dans les bons cadres et en lui mettant les bonnes règles. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne le faites pas, vous allez décroître, ou en tout cas, vous allez vous faire surpasser par les entreprises qui l'utilisent. C'est le cas qu'on voit ici sur Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft a investi lourdement, et pas que Microsoft, beaucoup d'autres entreprises, dans l'IA et particulièrement l'IA générative. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le cours de bourse, mais pas que le cours de bourse, aussi le chiffre d'affaires et les bidas, tend à augmenter significativement depuis qu'on parle d'IA générative. Et ça, c'est vrai pour toutes les entreprises, pour tous les secteurs d'activité. Chaque entreprise, aujourd'hui, si elle prend vraiment ces gains de productivité dont on parlait tout à l'heure,
elle peut aller vers ces gains de productivité. Alors, on parlait tout à l'heure de freins. Je vous ai listé rapidement, on va pas rentrer dans le détail, mais pour qu'on tue un petit peu les idées reçues, toutes ces problématiques qui empêchent et vos équipes, et vous-même, et vos entreprises de rentrer de plein pied dans cette intelligence artificielle. Le premier, c'est le manque de compréhension. On va en reparler tout à l'heure, mais il y a un manque de compréhension sur ce qu'est l'IA, ce qu'est l'IA générative, ce qu'est le machine learning, etc. C'est assez confus, et on reviendra dessus après. La complexité. J'entendais tout à l'heure un monsieur qui disait la DSI. La bonne nouvelle, ou la mauvaise, mais ne dites pas votre DSI, c'est que vous n'en avez plus besoin, enfin, sur certaines tâches. Aujourd'hui, pour faire de l'IA générative, vous n'avez pas besoin d'un DSI, vous pouvez, et je le dis toujours, hein, un enfant de 10 ans peut utiliser l'IA générative sans avoir besoin d'un DSI ou d'avoir fait computer science et d'avoir un PhD. Donc ça, aujourd'hui, cette complexité a tendance à disparaître parce que c'est beaucoup plus simple, vous parlez dans votre langage, en français, en anglais, ce que vous voulez, et vous n'avez pas besoin de coder. Donc il y a beaucoup moins de complexité. Autre point, effectivement, on reparle de la DSI encore. En effet, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il faut voir comment ça s'intègre dans le système d'information. C'est important, je ne dis pas que ça ne l'est plus, mais pour des tâches qui sont en termes de gain de productivité, chacun à son niveau, quel que soit son poste, qu'on soit au marketing ou à la com, comme certains d'entre vous, ou au RH ou encore dans la supply chain ou au support, tous ces métiers peuvent aujourd'hui utiliser et bénéficier des gains de l'IA générative sans forcément avoir à l'intégrer au système d'information. Encore une fois, c'est mieux si c'est fait, mais ce n'est pas obligatoire. Crainte par rapport à la sécurité des données, ça c'est un point que j'entends tout le temps. Donc là, on va être hyper clair, c'est hyper simple. C'est comme quand vous utilisez Gmail, par exemple, chez Google, et je ne vous dis pas ça parce que je suis un ancien de Google, mais c'est les mêmes problématiques qu'on avait au début du cloud. C'est-à-dire que quand vous mettiez vos données, et que vous étiez une entreprise et que vous mettiez ça dans le cloud, vous dites, mais est-ce que Google va lire mes données, etc. Encore une fois, quand c'est gratuit, oui, potentiellement. Et c'est exactement la même chose quand vous utilisez un ChatGPT, un Bing, ou enfin aujourd'hui Copilot, etc. Quand c'est gratuit, l'entreprise qui vous met ce service à disposition peut se servir de vos données pour entraîner leur algorithme. C'est le deal. De l'autre côté, quand vous passez dans un mode payant, cette entreprise ne le fait plus. Pourquoi ? Parce que si en fait aujourd'hui une entreprise, qu'elle soit Google, qu'elle soit Amazon, qu'elle soit Microsoft, fait ça, ça veut dire qu'elle se coupe tout son business. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dès lors que vous prenez des abonnements payants, c'est comme dans le cloud, c'est complètement gratuit. Et est-ce que en fait, c'est assez rigolo parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la plupart des entreprises ne comprennent pas justement que c'est exactement la même chose que quand vous utilisez un Microsoft 365. Quand vous utilisez un Microsoft 365, vous n'êtes jamais posé la question, enfin parfois, en tout cas la DSI le faisait, savoir si vos données sont en sécurité. Quand vous mettez toutes vos données importantes dans vos fichiers Excel ou dans vos Word, c'est la même chose. Il faut savoir que ça, c'est hébergé dans le cloud de Microsoft, qui s'appelle Microsoft Azure, et que quand vous utilisez OpenAI, par exemple ChatGPT ou Copilot, c'est le même cloud, c'est Microsoft Azure, et derrière, c'est toujours Microsoft. Puisqu'aujourd'hui, la société mère d'OpenAI, la société mère de ChatGPT, qui s'appelle OpenAI, est détenue à 49% par Microsoft. Donc il faut vraiment comprendre que ces notions de sécurité, gratuit, oui, on peut regarder vos données, payant, toute logique, non, on ne regarde pas vos données. Après, ça n'empêche pas d'être encore un peu plus sécure, et c'est ce qu'il faut voir avec votre DSI, mais ces problèmes-là, il faut les écarter. Alors après, il y a une vraie crainte, en effet, sur l'emploi, et comme je vous le disais en préambule, la crainte, elle est vraiment pour ceux qui n'utiliseront pas l'IA générative, plus que pour ceux qui l'utiliseront. Donc il y aura un certain nombre de tâches, et on le voit déjà, qui vont être automatisées. Certains même métiers vont tendre à disparaître. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. Donc là, la question qu'on doit se poser pour chacun d'entre nous et chacun de nos équipes, c'est comment on fait transitionner des gens qui deviennent un peu plus obsolètes vers des postes qui le sont moins, qui ont le vent en poupe. Alors après, cette partie-là, je vais pas m'étendre parce qu'elle est assez complexe. Et ça, elle est importante dans le cadre de l'entreprise, mais c'est aussi aux États de légiférer. C'est pour ça qu'il y a eu par exemple l'European AI Act, qui est là justement pour mettre des guidelines, en fait des garde-fous, dans ces grands modèles de langage qu'on appelle les LLM, qui sont là justement pour faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec cette IA générative. Ça, c'est un vrai sujet que je vois beaucoup, parce que j'interviens beaucoup dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de COMEX. On voit très bien en fait la différence entre si le COMEX est convaincu, ça descend. Si le COMEX n'est pas convaincu, ça prend un peu plus de temps, voire c'est très très lent. Donc à vous de mettre en place, quelle que soit votre entreprise et quelle que soit la conviction de votre COMEX ou de votre CODIR, des
proof of concept, en fait, des use cases assez simples et rapides pour leur démontrer la pertinence d'aller vers cette IA générative et globalement plus vers l'IA. Autre point, ce qui rejoint le 7e point, c'est souvent, voilà, c'est ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, c'est un manque de ROI. En réalité, si on regarde un ROI, je vous donne un exemple simple. Vous analysez un document, ça va vous prendre peut-être 1 heure, vous le mettez dans une IA générative, ça va prendre à peu près 1 minute. J'exagère, mais pas beaucoup. Et il est là, en fait. Et ça, vous pouvez, tâche par tâche, regarder combien de temps ça vous prend. Et là, si vous faites l'addition, vous voyez bien le gain de productivité, il est même au-delà de 20% en réalité. Autre point, avant-dernier point, et c'est celui-là, on va vraiment le travailler dans cette présentation, c'est la résistance au changement. Parce que derrière tout ça, en fait, c'est juste nous, notre cerveau, qui a du mal à se dire, OK, il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on change nos outils, et c'est ça qu'il faut vraiment travailler. Et enfin, le dernier point, Iria en a beaucoup parlé, et il est essentiel, c'est la formation. La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que les choses vont évoluer très vite, donc ça, c'est encore une fois, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La vraie nouvelle, c'est que pour qu'on puisse suivre cette évolution, il faut qu'on puisse se former, et pas une fois dans l'année, mais en permanence, avec, et encore une fois, Iria le disait tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui, ça va être de trouver la bonne formation, les bonnes personnes pour vous accompagner sur cette évolution qui est permanente. Est-ce que, à ce stade, j'ai couvert à peu près toutes vos craintes, vos questions ? Je pense que oui, parce que j'ai fait le tour de centaines d'entreprises et on revient toujours sur les mêmes choses. Donc très rapidement sur la compréhension, je ne vais pas rentrer dans un cours théorique parce que je déteste les gens qui parlent d'IA et qui font de la théorie alors qu'on on parle de business, mais juste pour que vous compreniez clairement de quoi on parle. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est très très large. Et aujourd'hui, on va parler d'IA générative et c'est beaucoup moins large. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un grand concept qui va, grosso modo, permettre à la machine d'aider l'homme de façon plus ou moins automatisée, plus ou moins rapide, si je la fais très simple. Après, là-dedans, vous avez un sous-domaine qui s'appelle du machine learning, où là, en fait, on dit à la machine, on lui apprend, en lui faisant, vous voyez, c'est les fameux, à chaque fois, quand vous allez, je sais pas, cliquer sur des captchas, vous apprenez à la machine à faire quelque chose. Ensuite, dedans, vous avez ce qu'on appelle du deep learning. Le deep learning, c'est vraiment là où on va faire du renforcement. On va vraiment aller beaucoup plus profondément dans l'apprentissage de la machine et on va lui faire refaire la tâche plusieurs fois pour qu'elle se familiarise avec cette tâche. Et enfin, vous avez l'IA générative, où là, cette IA générative, et c'est ce qui a été le cas chez ChatGPT, chez Gemini ou encore chez Copilot, on va donner tout un corpus de données à cette IA et elle va pouvoir réingurgiter ce qu'elle a appris. Et en fait, c'est de la probabilité plus qu'autre chose, plus que de l'IA. N'empêche pas moins que ça permet de faire beaucoup de choses. Et notamment, après, il y a 2 sous-domaines là-dedans où vous allez générer des images ou générer du texte qu'on appelle des LLM. Ou sinon, c'est ImageGen pour la partie computer vision. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle la multimodalité où vous commencez à assembler toutes ces briques, ce sur quoi travaillent maintenant et les Google, et les Microsoft, et les OpenAI. Mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment que cette partie Generative AI, elle est, pour nous en tant qu'utilisateurs, pas compliquée. Ouais. Et il ne faut pas penser à tout le reste, où tout le reste, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'intégrer dans son entreprise, mais c'est du niveau de la DSI, c'est du niveau au-delà. Pour nous, chacun de nos métiers, sur la Generative AI, on peut vraiment l'utiliser au quotidien et dès aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et qu'on est en 2024, qui pense pouvoir augmenter de 20% sa productivité sur cette année ? Ne me laissez pas seul. On en a un peu plus, on en a un peu plus que tout à l'heure. Ok, donc je compte sur vous. Mais oui, et vous allez voir à la fin de cette présentation, vous allez vous dire même, en fait, on peut aller vraiment au-delà de 20%. Allez, dernière. Est-ce que vous pensez que votre métier sera remplacé d'ici 10 ans par l'IA générative, l'IA, un chat GPT ou quoi que ce soit, qu'on ne sait pas encore ce qui se passera dans 10 ans ? Monsieur ? Pourquoi pas ? On a du non, on a du non. On a du non. Alors c'est assez rigolo parce que moi j'ai pris l'habitude, en général je vais dans les entreprises pour me parler un peu du futur. À 10 ans je ne sais pas faire en fait, et personne ne sait en vérité. Donc moi je ne sais pas si oui ou non demain je serai remplacé par la machine. Ce que je sais, ce dont je suis certain pour avoir accompagné beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là, c'est qu'il y a 3 étapes essentielles si on ne veut pas se faire remplacer demain, après-demain, et après-demain on ne sait pas. Les 3 étapes elles sont simples. C'est 1, il faut savoir s'adapter. Bon, pour s'adapter, il faut comprendre le monde dans lequel on est et surtout comprendre que le monde a changé. 2, c'est de pouvoir innover. Et ça, il y a des techniques pour innover. Et si on n'innove pas, à un moment, on périclite. Et 3, et c'est le plus important, il faut se développer.
On en a parlé, et on en reparlera encore beaucoup. Comment on continue à apprendre, en apprendre, comment on arrive à changer son mindset et son état d'esprit pour se dire, j'ai cet esprit de croissance, c'est ce fameux growth mindset dont on parle de temps en temps. Comment j'arrive à faire ça? Et si on fait ces 3 étapes, effectivement, on a encore de longues années à travailler en étant épanoui. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le point 1. Rapide historique sur l'IA. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, c'est tout nouveau », d'autres qui vont dire « Non, c'est pas tout nouveau ». En fait, on s'en moque quelque part. La réalité, c'est que l'IA, on y travaille déjà depuis un certain nombre de décennies. Ça a démarré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec Alan Turing. Et ça a pas mal évolué. Et il y a eu des moments où c'était hype et des moments où c'était ce qu'on appelle le winter. Donc il y avait un hiver et il ne se passait plus rien. Donc voilà, on a toujours été dans cette ambivalence, c'est super génial, non en fait c'est pas super génial, etc. Il y a eu une vraie accélération en fait, non pas de l'IA, mais de nos comportements au moment du Covid en 2020. Vous savez, moi ça fait comme je disais, plus de 25 ans que je suis dans la tech, ça fait des années, pour pas dire au moins 15 ans, on dit aux gens vous pouvez faire du télétravail. Et personne ne faisait du télétravail, en tout cas très peu. Et du jour au lendemain, avec le Covid, on a tous appris à faire du télétravail. On s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas si compliqué en fait. Il faut juste une caméra et puis voilà. Et après, il y a d'autres choses. Et l'intelligence artificielle générative, c'est la même chose. Là, on se dit, mais en vérité, on va voir que c'est hyper simple à utiliser et ça peut switcher du jour au lendemain. Il nous faudrait peut-être un autre Covid, mais en attendant, le Covid, c'était ChatGPT. ChatGPT est arrivé un peu comme un truc inattendu et ça a pris par surprise un grand nombre d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, l'IA s'était développée de façon, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, assez aléatoire et était quelque chose pour des spécialistes. Et moi, quand j'en parlais, quand j'étais chez Google, même encore en 2015, 2016, c'est encore très limité à un certain nombre de personnes. Et là, on a commencé vraiment à se rendre compte qu'il y avait un potentiel énorme justement sur ce machine learning dont on parle. C'est au moment où il y a eu AlphaGo, c'est peut-être cette machine qui avait battu le meilleur joueur de Go. Le Go, vous savez, c'est un peu comme un jeu d'échecs beaucoup plus compliqué avec des infinités de combinaisons. Et là, en fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette partie où, l'humain, Lee Sedol, qui pensait être largement au-dessus, il s'est pris 4 à 1. Donc ça a ramené un peu d'humilité à l'homme par rapport à la machine. Et 2, aussi bien la machine que l'homme se sont surpassés pour aller faire des coups qu'on ne connaissait pas en fait. Et on se demandait, tiens, comment cette machine peut faire ça ou comment même Lee Sedol est allé chercher ce coup-là. Donc c'est là où c'était intéressant de voir que finalement, ce n'était pas l'un contre l'autre, c'était les deux se servaient de sparring partner pour augmenter leur game en fait. Et c'est un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse dans nos entreprises, se dire, ok, aujourd'hui il y a cette machine, potentiellement, sur certains aspects, elle va être meilleure que moi. Sur d'autres, moi, je vais être meilleur qu'elle. Et comment j'arrive à être en partenariat avec cette machine pour pouvoir travailler de façon plus efficace et plus productive et plus créative. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je passe très rapidement, parce que vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous la raconterai off, mais on va passer très vite. Mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que ChatGPT, pourquoi tout le monde aujourd'hui en parle, et notamment l'IA générative, parce que pour un produit qui est à la base un produit qui était censé être B2B, qui est devenu maintenant quelque chose de B2C, c'est une accélération, une appropriation du grand public que personne n'avait connu avant, ni même TikTok, ni même Facebook, ni même autre chose. Donc c'est vraiment là où on a été pris par surprise, tellement par surprise que c'est un slide que j'utilise déjà depuis une dizaine d'années au moins, quand je faisais pas mal de présentations chez Google, qui montre en fait l'accélération. La ligne blanche, c'est une entreprise normale en fait, qui fait un peu de croissance à hauteur de 2 à 3% par an, business as usual. La ligne bleue, c'est ce que je raconte depuis déjà un certain nombre d'années, c'est la transformation digitale. Donc en fait de la transfo digitale, effectivement, vous avez une courbe en J qui fait que vous avez un peu d'investissement, mais après, vous accélérez et vous surpassez la courbe en blanc de ceux qui font business as usual. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle courbe, celle qu'on appelle VUCA, donc pour volatile, incertain, complexe et ambigu, ou plus que moi j'appelle VUC et AI, parce qu'on rajoute une couche d'IA dedans. Et celle-là, elle est vertigineuse. Et l'investissement est encore moindre au départ, mais par contre l'accélération est beaucoup plus importante. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette accélération, soit vous la prenez, et tout va bien se passer pour vous comme pour votre entreprise, soit vous allez être dans la ligne blanche, dans le meilleur des cas, vous allez survivre, et dans le pire des cas, vous allez péricliter. Et c'est ce qui arrive à plein d'entreprises qui ne prennent pas cette direction. Donc en fait, aujourd'hui, et ça je l'ai encore vu dans
je veux dire, des centaines d'entreprises, il y a un triptyque magique à connaître quand on fait de la transfo. C'est la technologie, on en a parlé et on en reparlera encore, elle va très vite, elle accélère. 2, cette technologie, comme elle va très vite et qu'elle accélère et qu'elle elle change votre façon de travailler, donc ça change votre business model, ça change vos business process. Et ce faisant, il faut changer la culture et l'état d'esprit de chaque individu dans votre entreprise, parce que sinon, ça ne marche pas en fait. Et à chaque fois qu'une transformation digitale ne fonctionne pas dans une entreprise, ce n'est pas à cause de la techno, ce n'est pas à cause du business, c'est à cause de la culture. C'est parce qu'on n'a pas su changer. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et pour bien le comprendre, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il y a un mot qui est hyper important à comprendre, c'est l'exponentialité. Vous savez, cette exponentialité de la courbe. Et malheureusement, le cerveau humain n'est pas... on n'a pas appris à être exponentiel, on a appris à être linéaire dans notre façon de penser. Typiquement, l'année prochaine, on va faire plus 10%, plus 20%. On ne sait pas faire plus 200%, plus 1000%. Et c'est ça, cette exponentialité dont on parle. Et cette exponentialité qu'on retrouve dans le computing, c'est ce qui se passe au niveau des machines. Exemple que j'adore, je vous donne 1 centime d'euro, maintenant que je multiplie par 2 tous les jours, pendant 31 jours, ou je vous donne 1 million d'euros maintenant. Qu'est-ce que vous prenez ? Pardon ? Vous êtes sûr ? Attention, parce qu'il y a un piège. Donc, en effet, si vous utilisez la formule de la croissance exponentielle, si vous prenez 1 centime que multiplié, ça fait, au bout de 31 jours, 10 millions. Et non pas 1 million. Donc, quelque part, vous dites, peut-être que je prends 1 million tout de suite. C'est un peu ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est qu'on ne va pas prendre le temps d'investir suffisamment sur l'apprentissage de ces nouvelles technologies, mais en investissant un petit peu, chaque jour, en apprenant un petit peu chaque jour, l'exponentialité, elle est beaucoup plus importante. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et le cerveau humain, malheureusement, n'est pas prêt pour ça, donc il faut l'entraîner pour ça. Et pour bien le comprendre, j'ai 2 exemples ici de je suis toujours perturbé parce que les écrans sont... Donc j'ai 2 exemples de robots, en fait. Un, c'est Atlas. Je ne sais pas, qui connaît Atlas ? Atlas, Boston Dynamics, un robot, voilà, quelques-uns. Donc un robot sur lequel Boston Dynamics travaille depuis au moins plus de 10 ans en fait, et qui s'améliore d'année en année, et qui est vraiment très efficace, comme vous voyez, il fait des galipettes, il fait plein de choses. De l'autre côté, vous avez Optimus, qui est un robot qui a été lancé à peu près il y a 2-3 ans par Elon Musk, et qui chaque année également s'améliore. Et là, quand on regarde, on a le sentiment que il y en a un qui n'est pas très fort, Optimus, et Atlas qui est très très fort. Ce qu'on oublie de penser, en tout cas sur cette vidéo, parce que depuis, Atlas s'est amélioré aussi avec de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, Atlas, c'est du pré-programmé, c'est l'ancienne façon de faire du computing. Tout ce qu'il fait a été programmé à l'avance. Il ne sait pas réagir à de l'inconnu. De l'autre côté, Optimus, lui, analyse en temps réel ce qui se passe. Et en fait, vous avez 15 ans de recherche pratiquement et 2 ans de recherche, vous voyez bien que ça va beaucoup plus vite. Et ces 2 robots viennent de se faire surpasser par un 3e, qui est Figure One de l'entreprise Figure AI, et qui, lui, en très peu de temps, fait déjà mieux que ces 2 autres robots ensemble réunis. Et en fait, c'est cette vitesse dont on parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une accélération perpétuelle avec, si vous allez sur le site de Figure AI, ils ont un master plan qui vous explique qu'en fait, aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, et donc leur objectif, c'est dans les 3 à 5 prochaines années de répondre à cette pénurie de main-d'œuvre, donc de pouvoir faire des robots intelligents qui puissent aussi bien travailler dans des usines, etc. Donc on voit très bien qu'en fait, il y a quelque part une forme de travail qui va être, je dirais, remplacé, et d'autres qu'il va falloir découvrir, justement, pour faire de la maintenance, par exemple, sur ces robots, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évolue en permanence. Là, c'est quelque chose ça a moins d'une semaine. Je ne sais pas si vous voyez Sequoia Capital, c'est un gros VC, donc un venture capitalist dans la Silicon Valley. Ils ont fait intervenir Andrew Ng. Andrew Ng, c'est une sommité en IA. Il était chez Google Brain avant, il a inventé Coursera, enfin, il a fait plein de choses hyper brillantes. Et il parlait d'un truc que je vous invite à regarder, parce que là, pour le coup, c'est pour ceux qui avaient l'impression que vous étiez en retard. Si vous regardez ça, vous serez en avance par rapport aux autres. C'est le concept de AI Agentic Workflow. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez cette IA générative et vous en faites une façon de travailler différente. Vous créez plein d'agents. Et ce qu'on a fait notamment avec Epoca, Epoca l'a très bien fait, c'est faire travailler des agents ensemble. Donc vous avez un agent qui est spécialiste de ça, un autre qui est spécialiste de ça, et ils commencent à travailler ensemble pour, typiquement, vous faites un article, il y en a un qui va l'écrire, l'autre agent va le rendre SEO ready, l'autre agent va le transformer pour les réseaux sociaux. Et en fait, vous créez comme ça des équipes
d'agents non seulement qui vont créer des morceaux, mais qui vont aussi se challenger entre eux pour pouvoir s'améliorer en fait. Parce que quand on regarde le cerveau humain, on fait rarement quelque chose du premier coup. Et jusqu'à présent, quand on utilisait les LLM, on utilisait et puis on se dit, ah ben voilà. Non, en fait, ce qu'on a compris en l'utilisant davantage, c'est qu'en faisant travailler plein d'IA comme ça ensemble, l'IA générative, ça donnait un meilleur résultat. Je vous la fais très short, mais c'est un peu ce qu'il explique dans cette vidéo. Donc après, avant de rentrer vraiment dans le cadre de l'entreprise, peut-être pour finir un petit peu sur où est-ce qu'on va, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de bonnes choses. Donc ça va révolutionner la santé, ça va révolutionner l'éducation. On l'a dit, je vois madame qui a dit, peut-être que vous avez vu Extinction de l'humanité, ça peut aussi arriver jusque-là, selon certains. Donc il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'y échappe pas et que ça dépendra en fait de chacun d'entre nous, de la façon dont on utilise. Mais ce qui est certain aussi, c'est que quand on regarde au niveau de l'utilisation dans l'entreprise, on sait qu'il y aura un certain nombre de jobs, comme je vous le disais, qui vont disparaître, d'autres qui vont être créés. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport qui a été remis au président Macron il y a à peu près 3 semaines, qui s'appelle « IA, une ambition pour la France ». Lisez-le, c'est intéressant. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout, il y a des choses qui sont très bien aussi, où ils évaluent à peu près à 5% le taux de création de jobs par rapport à l'arrivée de l'IA. Certaines études, et moi je suis plutôt de ce côté-là, je pense que le net-net sera plutôt négatif. La question qu'on doit se poser, c'est de se dire comment on limite ce net-net. Et la façon dont on limite ce net-net, c'est en formant justement, en formant nos équipes, pour faire en sorte qu'on puisse transitionner les gens qui vont avoir un job qui va se faire remplacer vers des jobs qui sont des nouveaux jobs. Je crois qu'il y avait un commentaire. Donc, autre point, pour peut-être finir cette première partie qui s'est s'adapter, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, tout est écrit à l'avance, en fait. Là, c'est un rapport, je vous invite à aller consulter un rapport d'OpenAI qui date de mars de l'année dernière, qu'ils ont remis à jour en août. Et ils ont écrit leur plan, et il y a encore une fois, pareil, ils ont écrit leur master plan. Leur master plan, c'est quand même d'automatiser un maximum de jobs. Donc ils vous disent attention, il va y avoir des perturbations économiques, ils vous disent attention, il y aura des réformes à mettre en place au niveau du travail, parce que le travail, on ne va plus travailler de la même façon. Ils vous disent attention, parce qu'il y a aussi des problèmes de sécurité, parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on fait, ce qui moi m'inquiète un peu quand même. Et surtout, ils vous disent formez-vous, formez-vous, formez-vous et formez-vous, parce que sinon, vous allez être disrupté. Donc tout ça, c'est écrit et tout ça, on le sait. Donc finalement, et moi, c'est toujours ce que je dis quand j'interviens dans des entreprises, un peu en termes de futurologue, pour leur montrer prédire l'avenir, c'est assez simple. Se dire ce qui va se passer, peut-être pas à 10 ans, mais à 3 ans, à 5 ans, c'est relativement simple en fait. En revanche, ce qui est compliqué, c'est l'exécution. Comment, une fois qu'on sait ça, on le met en place. Donc là, une fois qu'on sait ça, donc c'est la première partie, on s'adapte, on connaît la situation. Comment on met en place ? C'est en innovant. Mais le problème, c'est que pour innover, il faut faire fi du passé, il faut qu'à un moment faire le deuil du passé. C'est vrai que j'aime beaucoup mettre en parallèle ces deux courbes. La première, c'est celle de Gartner. Pour ceux qui connaissent Gartner, c'est un institut qui fait pas mal d'études dans le domaine informatique. Et il y a cette courbe qui s'appelle le Hype Cycle, qui voit un petit peu la courbe en fait qui... il y a une nouvelle technologie qui sort, vous savez, encore façon métaverse, c'est super, ah non, c'est nul, oh, peut-être en fait. Et ça arrive dans toutes les technologies avec différentes vagues. Aujourd'hui, les gens qui pensent que c'est de la hype, l'IA, c'est pas vrai. On est déjà dans ce qu'on appelle le plateau de production. Le up and down, on l'a déjà eu. Maintenant, on est vraiment dans ce plateau de production. Et ce plateau de production, il faut en profiter. Et c'est pour ça que je mets en corollaire en corrélation, cette autre courbe, qui est celle de Elisabeth Klobuchar-Gloss, qui est une psychanalyste, et qui a, elle, étudié en fait notre façon de réagir face au deuil. Ah oui, c'est ça, exactement. Et donc, face au deuil, comment on réagit ? C'est pareil. À un moment, comme dans une nouvelle technologie, on a une phase de déni. On se dit, non, c'est pas possible, il ne peut pas avoir disparu. Et donc après, on est dans la dépression. Et puis après, on commence à l'accepter, et enfin, on repart. Et ça, c'est exactement la même chose avec une technologie. Une nouvelle technologie, c'est toujours pareil. Ça me rappelle quand, au début de l'Internet, vous disiez aux gens, tenez, vous allez utiliser l'email. Et on disait, non, mais pourquoi vous voulez que j'utilise l'email ? J'utilise un fax et c'est très bien. Plus personne n'utilise un fax, enfin peut-être vous, mais pas moi, et tout le monde utilise l'email. Et c'est la même chose, on en reparlera encore dans quelques années, tout le monde utilisera l'IA générative. Donc mon conseil, c'est n'attendez pas quelques années, allez-y tout de suite. Et donc il faut faire le deuil le plus rapidement possible. Et moi j'ai vraiment mis en place des techniques pour moi-même, pour que, quelle que soit la situation, que ce soit personnelle ou professionnelle, comment j'arrive à plonger rapidement
dans cette phase entre guillemets, de dépression ou de deuil pour repartir plus rapidement. Et plus vous mettez du temps à accepter et à repartir, plus vous mettez en retard et vous mettez à mal soit vous-même en termes d'employabilité ou votre entreprise en termes de compétitivité. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc pour ça, il faut savoir innover. Innover, parce que quand on innove, et on l'a vu justement avec les chiffres que je vous ai montrés de Microsoft en bourse, et j'aurais pu vous en montrer tellement de Nvidia et autres, quand on innove, on profite des opportunités du marché par rapport à ceux qui attendent que ça se passe. Petite vidéo pour vous illustrer ce qui se passe au niveau du marketing et de la communication aujourd'hui. Si on peut la lancer en régie, c'est super. Welcome back. It is time for today's Tech Check. The growth of AI has threatened to reshape countless industries, but maybe none more so than advertising. Platforms have long used complicated machine learning to target ads, but now technology like ChatGPT is being used to create ads, create new, custom creative. Julia Borson took a deep dive into how it could reshape the economics of the business. The future of advertising is here, thanks to generative artificial intelligence. The models that are generated here are not real people. This is a fully AI-generated model. Don't need to hire the model. You don't need to hire the cameraman. That's what Scale AI offers marketing agencies and brands. Alex Wang, CEO of Scale AI, a startup valued at over $7 billion, says his tools blow up the bottleneck that slows down advertising teams by enabling them to use their clients' data sets to instantly customize ad images with generative AI to test what drives the highest return on ad investment. You can just generate tens of thousands, hundreds of thousands, maybe even millions of different possible ads to then test. And you can use some of these ad platforms to immediately take some of these generative AI ads, test them, and see what drives clicks, what drives a response from their audience. Other startups, such as ChatGPT rival Jasper, offer AI software to accelerate ad content creation. You can create eye-catching marketing and advertising copy in seconds. And Meta says it's working on the ability for brands to use generative AI to create ads. For now, it offers AI tools to A/B test ads and quickly improve. And while Google has integrated AI into ad creation and targeting for years, it hasn't yet launched generative AI options. But we can expect this next-generation technology to proliferate, delivering instantly customized ads, and for brands, likely better results. And you can see this car on these icy roads in the middle of... It's like cars driving down the road. I know, exactly. Un commentaire sur cette vidéo, peut-être, non? Vous aviez déjà vu ce type de solution? Non. Ah, si, certains? Oui, non, oui. Oui, ok. En fait, on voit bien que la valeur aujourd'hui n'est plus dans des tâches répétitives, en fait. Il n'y a aucune valeur à prendre une créa et à la mettre en format bannière, puis ensuite en format totem, puis ensuite... Il n'y a pas de valeur. Par contre, il y aura toujours une valeur pour l'humain de se dire, OK, quelle est la bonne créa? Quelle est la créa qui va faire mouche par rapport à mon audience? Alors, toujours avec la possibilité de se faire assister par l'IA pour justement mieux segmenter. Mais c'est là, en fait, et c'est ces tâches-là qui vont être, comme on disait tout à l'heure, qui vont être assez redondantes, que l'IA va nous permettre de faire gagner, enfin, où on va gagner du temps. Et on se rend bien compte que multiplier, juste sur cet exemple, un nombre de créas ad libidum, si vous voulez, ça ne sert à rien, en fait. Enfin, c'est du temps utilisé bêtement. Donc, c'est ce temps qu'on va raccourcir pour pouvoir passer plus de temps sur des vraies tâches à forte valeur ajoutée. Et c'est vers ça qu'il faut entraîner nos équipes. Et ça, en fait, on le voit bien, encore une fois, pour ce qui était dit en introduction par Iria, il y a des tonnes, je pourrais vous remplir des slides et des slides de nouvelles solutions qui sortent chaque jour, pardon, et c'est impossible à suivre. Vraiment, alors, je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, prenez les photos, mais ça sera encore différent demain et après-demain, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est essayer de comprendre deux choses. La première, quels sont les systèmes, les outils qui vont être les plus utilisés et les plus performants. C'est le côté droit du slide. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a des choses qui sont là
et qui vont être assez structurants. C'est ChatGPT, c'est par exemple un Midjourney quand on fait des images, c'est par exemple un Perplexity AI si vous voulez travailler sur des documents, etc. Et donc il y a quelques grosses solutions qui aujourd'hui émergent du marché. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'allez pas vers ça, il y a d'autres pays qui y vont. Quand vous regardez, alors ces chiffres sont un petit peu vieux, ils ont peut-être été remis à jour depuis, mais quand vous regardez les pays qui utilisent l'IA générative après les États-Unis, hors Chine, parce qu'on n'a pas les chiffres, bah c'est l'Inde, l'Indonésie et les Philippines. En fait, eux ont bien compris l'intérêt d'utiliser ce type de technique, justement pour faire les tâches un peu récurrentes qu'on leur donnait avant à faire, qu'on sous-traitait là-bas. Donc eux, aujourd'hui, ils sous-traitent à l'IA pour nous les revendre ensuite. Donc il faut bien comprendre que... Non mais c'est vrai, et on en est là aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront et ils prendront cet avantage compétitif par rapport à ce que l'on fait nous. Et enfin, la dernière chose qu'il faut comprendre sur ce slide, c'est vraiment que, encore une fois, ne prenez pas de temps, ne perdez pas votre temps à essayer tout ce qui existe, c'est impossible. Appuyez-vous sur des spécialistes qui vont vous dire, voilà, ça, ce sont les 2, 3, peut-être 10 choses à essayer, à utiliser, mais prendre du temps pour tout le temps, tout essayer, ce n'est pas votre rôle. Il y a des agences comme Epoca, il y a des spécialistes comme d'autres, comme moi, enfin, bref, plein de gens qui sont là pour vous faire gagner du temps, parce que si vous essayez, ben vous aurez juste passé votre temps à essayer, mais vous n'aurez pas passé votre temps à utiliser, et ça, c'est hyper important. Ça, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans ce rapport, un rapport pareil que je vous invite à lire, qui date de décembre de l'année dernière. C'est sur comment... Alors, c'est un rapport assez solide hein, du World Economic Forum, et je crois que c'était Accenture qui avait fait ça avec eux, sur comment, en fait, ils ont pris vraiment une liste assez exhaustive de types de jobs, et comment ils vont évoluer. Alors, certains jobs seront remplacés, d'autres ne seront que automatisés sur une certaine part, d'autres qu'ils appellent tâches non linguistiques, pour l'instant ne sont pas à risque parce qu'en fait les LLM ne vont pas venir les attaquer en fait. En revanche, il y aura la partie robotique qui pourra éventuellement les attaquer. Donc c'est assez intéressant de comprendre dans quelle fonction, dans quel secteur et comment je prépare mes équipes par rapport à ces prédictions qui sont quand même pas trop mauvaises dans l'ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir comment dans chaque entreprise, comment dans chaque secteur, on s'approprie l'IA. Ça, je fais ça déjà depuis plus de 10 ans. Et ce qui me sidère toujours, c'est de voir que même dans l'agriculture, alors il n'y a pas de péjoratif quand je dis même, mais c'est qu'on ne s'attendrait pas qu'il y ait autant de technologie et d'IA dans l'agriculture. Or, parfois, j'ai déjà vu des agriculteurs qui sont beaucoup plus avancés que certains d'entre nous dans nos entreprises ici à Paris. Parce qu'ils utilisent l'IA notamment pour faire de la prédiction météorologique. Parce que j'en ai même vu une fois, ce qu'il faisait, c'est assez génial d'ailleurs, parce que il avait en fait tout son programme qui permet d'aller voir avec un drone les champs, et ce faisant, au lieu de balancer des pesticides partout sur l'ensemble du champ, ils vont identifier un certain nombre de points où il y a des mauvaises herbes, et là-dessus ils envoient un petit tracteur, un petit robot qui va envoyer des pesticides juste là-dessus. Donc en termes d'efficacité, de gain de temps, c'est fou. En termes d'utilisation de pesticides, forcément il le réduit. Et pour la planète, accessoirement, c'est aussi bien. Donc on se rend compte que dans chaque métier, dans chaque industrie, on peut utiliser l'IA à différents niveaux. Et ça, c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici. Donc là, je pense que de toute façon, vous verrez le replay, donc vous pourrez voir en grand, vous aurez les slides. Mais il y a tous ces métiers dont je vous parlais qui peuvent être plus ou moins automatisés. C'est ce qu'il faut comprendre. Les premiers... Et on les a déjà identifiés. Je ne sais pas si vous avez eu ce cas de téléperformance avec l'entreprise Klarna récemment, où Klarna a annoncé qu'avec un ingénieur conversationnel, il faisait le boulot de 700 personnes du service client. Donc c'est vers ça dont on tend. Donc ces métiers que j'ai mis en exergue sont des métiers qui sont non pas à risque, mais qui vont être chahutés, notamment dans la partie marketing et communication. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est à risque, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler avec cette IA générative, et il faut le faire plutôt dardard qu'en se disant que ça va arriver tranquillement. Ah, ça c'est moi, pardon. mais c'est pour vous dire que oui, en fait ça fait plus d'1 an que j'en parle, j'interviens régulièrement sur BFM Business, et on montrait déjà, donc pas très loin d'ici, à Courbevoie, une entreprise il y a plus d'1 an qui, du jour au lendemain, mais littéralement du jour au lendemain, du vendredi pour le lundi, a dit à 218, je crois que c'était 217 de ses salariés, finalement de rester à la maison parce qu'ils avaient remplacé par de l'IA. 217 sur 355, c'est pas sur 10 000. Ouais, comme vous faites, ça fait mal. Donc quand on n'en a pas prévu ça, que ce soit en tant que collaborateur ou en tant qu'entreprise, ça peut faire mal. Par contre, encore une fois, si on le prévoit, on peut résoudre ce sujet. C'est juste que ça n'a pas été programmé à l'avance. Je vous parlais de téléperformance, j'en parle pas là. Qui trouve que c'est un joli dessin? Ouais, sympa, hein?
En fait, cette image, pardon ? Ouais, ça fait vraiment compte. Et cette image, avant l'IA générative, il aurait fallu une bonne journée pour un graphiste pour travailler dessus, travailler le concept, travailler le lighting, enfin l'éclairage, les couleurs, etc. Et ça, ça a été fait par une enfant de 7 ans, en à peu près, même pas 7 minutes, mais plutôt en 2-3 minutes, où on l'a fait ensemble, true story comme on dit, on l'a fait ensemble. On a tapé sur l'ordinateur, ok, alors je veux un château magique avec des oiseaux, des fleurs, du soleil, etc. On a appuyé entrée et poum, one shot, même pas de. Oui. Donc c'est ça en fait, c'est se dire à un moment, est-ce qu'on comprend qu'on va gagner vraiment en productivité et qu'est-ce qu'on fait de cette productivité ? Déjà, on peut gagner du temps pour continuer à se former, mais on peut surtout se dire, ok, je vais prendre cette productivité pour aller faire d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Ces tâches-là, je ne dis pas qu'elles n'ont plus d'intérêt, mais elles vont être faites vraiment différemment. Et ces tâches, en fait, quand on fait un travail très analytique et très sérieux, on sait les étudier. C'est-à-dire, on prend tous les métiers, et de l'autre côté, on va regarder quelles sont les soft skills, vous savez, ces compétences transversales qui sont retransposables sur certains métiers. Et en fonction des métiers, on ne développe pas les mêmes soft skills, on n'en a pas besoin. On n'a pas les mêmes besoins quand on est un rédacteur web que quand on est au service client. Par contre, ces métiers, quand on analyse bien quelles sont ces compétences douces, ces compétences transversales, on sait très bien que ce type de métier peut évoluer vers un autre type de métier. Et c'est à nous, en fait, de faire ce travail de matching, pour nous comme pour nos équipes, de dire, OK, lui, demain, effectivement, par rapport au rapport que je vous ai mis tout à l'heure, d'ici 6 mois, d'ici 12 mois, d'ici 2 ans, voilà, son poste va être tout ou plus moins automatisé. Et donc, moi, je vais lui mettre en place, ou je vais me mettre en place pour moi, un programme de formation qui va m'amener vers ce nouveau métier. Parce que sinon, il se passe ce qui s'est passé dans cette entreprise qui, du jour au lendemain, se dit finalement, j'ai plus de job pour vous, monsieur, monsieur, madame, j'en suis désolé. Mais ça se prépare à l'avance. Oui, non. Faire des formations de savoir-être. Mais, là, on voit les soft skills, c'est que des savoir-être. Mais complètement, vous avez tout compris. Petite parenthèse, donc pardon, pour ceux qui sont en ligne, donc une remarque de madame ici qui dit il n'y a plus qu'à faire que des formations de savoir-être, donc de soft skills. Oui, d'ailleurs, je le dis, je l'ai déjà écrit, donc je le redis pour ceux qui l'entendent, c'est un des reproches majeurs que je fais au rapport qui a été remis au président Macron, c'est qu'il est très bien fait, mais il passe à côté de cette composante qui est essentielle. Ils disent qu'il faut former massivement sans délai, jusque-là je suis d'accord, à l'IA générative, mais d'un point de vue technique. Non. Oui, il faut, un petit peu, mais la réalité, c'est sur ces soft skills. Quand on recrute, je suis passé près de 8 ans chez Google, quand on recrute chez Google, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4 grandes familles qu'on regarde. La première grande famille, c'est sur ce qu'on appelle du hard skill, donc c'est ce qu'on appelle RRK, donc Role Related Knowledge, c'est est-ce que vous êtes bon techniquement dans votre métier. Okay, et en général, comme Google peut se le permettre, comme d'autres grosses entreprises, ils vont prendre les meilleurs. Okay. Après, les 3 autres grandes familles, c'est que du soft skills. Il y en a un, c'est GCA, donc General Cognitive Abilities, ça va être vraiment plus sur à la fois un petit peu de reasoning, mais aussi, et le reasoning étant aussi un soft skills, mais vraiment sur votre capacité à utiliser votre cerveau dans différentes circonstances. Comment je prends des décisions, etc. L'autre, c'est leadership. Et la troisième, donc, là tout le monde n'est pas d'accord chez Google et on n'a jamais été d'accord, c'est Googliness. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire la Googliness ? C'est finalement, est-ce que j'ai la culture d'entreprise ? Est-ce que c'est ce fameux mindset, ce growth mindset dont je vous parlais tout à l'heure ? Et on se rend bien compte que depuis très longtemps, chez Google comme chez d'autres entreprises de cette taille-là et de la tech, on sait très bien que la technologie n'est qu'une partie. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le dis depuis le début, cette technologie, elle va changer, elle va évoluer. Votre métier va changer, il va évoluer. Par contre, ce qui va, lui, rester constant et que vous pouvez travailler, c'est justement vos compétences douces, vos soft skills et les compétences transversales. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Si on ne fait que se former à faire un prompt, demain, il y aura une autre techno. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que c'est en complément. Là, je vous prenais un exemple par exemple, du clonage, mais rapport. Oui, pardon, une question. Oui, sur l'exemple qui a été donné de l'image qui a été générée, comment on peut s'assurer, justement, on en revient au droit, qu'il n'y a pas de droit derrière, ça n'a pas été pioché dans le big data, parce que ça n'a pas été fait forcément avec ce niveau, quoi. C'est une excellente question. Donc pour ceux qui n'entendent pas la question, comment on peut s'assurer qu'une image générée comme celle que j'ai montrée n'a pas été prise dans d'autres images ? On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'aujourd'hui, ces modèles sont assez opaques, sauf Adobe, là, justement, qui, sur Fireflies, donc, qui ont lancé leur propre IA générative d'images, et eux vont taper dans leur base de stock, en fait, qui sont des images libres de droit, en tout cas, qu'ils ont payées. Sinon, on ne peut pas. Après, là-dessus, il y a 2 façons de faire. Il y a la façon
un peu française, où on va se poser 50 questions et on ne va pas faire. Et il y a la façon du reste du monde où on va faire et on verra bien. Et je préfère quand même cette façon-là, et pourtant je suis très français, mais parce qu'à se poser 50 questions, on ne fait pas et on prend du retard. La réalité, c'est que, qu'est-ce que la création finalement? Est-ce que si à un moment, moi je fais 10 dessins, et que je vous les expose, et que par rapport à ce que vous avez vu, vous dites « Ah, c'est pas mal », et vous rentrez chez vous, vous faites un dessin, et vous reprenez un petit peu de tous ces dessins. Vous l'avez copié ou vous ne l'avez pas copié? C'est là où la notion de plagiat est... Voilà. Et donc aujourd'hui, ces images, certaines, si elles sont grossièrement copiées, oui, il y aura une notion de droit, il y aura des attaques là-dessus. La plupart du temps, non, parce que c'est un assemblage en fait. Allez, je reprends une question, mais après il faut que j'avance, et après on prendra des questions à la fin. Pardon ? Rien ne nous empêche de notifier que cette image a été générée. Oui, bien sûr, on peut effectivement, comme dit madame, notifier que cette image a été générée par de l'IA. Ça n'empêche pas que potentiellement elle aura été prise dans des images qui existent déjà. Mais pour moi, c'est... Alors je ne dirais pas que c'est un combat d'arrière-garde, mais ce n'est pas le nôtre. Nous, en tant qu'utilisateurs dans l'entreprise, c'est aux législateurs de faire ce travail-là. Et on revient au même cas d'usage dans la musique, dans beaucoup de choses. Est-ce qu'à un moment, quand vous faites un sample, etc., ce sont des vrais sujets, mais passez pas trop de temps là-dessus. Aujourd'hui, à tel point que OpenAI, donc le fameux lanceur de ChatGPT, quand ils ont sorti l'année dernière ce qu'ils appellent des GPT, donc des agents, ils ont dit, alors, je ne sais pas si ça marche, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé dans leur keynote, ils ont dit, on vous met en place notre service légal, si vous avez des problèmes, vous nous les envoyez et on s'en occupe. Pour vous dire qu'en fait, ils sont assez relax sur le sujet, peut-être un peu trop, peut-être, mais en attendant, ils avancent. Donc vraiment, passez pas trop de temps là-dessus, c'est moi mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes chacun dans vos entreprises, mais ce n'est pas des problèmes à traiter en priorité. Le problème, c'est comment on avance et comment on change notre façon de travailler pour ne pas être en retard par rapport à ce qui se fait à côté. Là, donc, je vous montrerai très rapidement une utilisation, par exemple, parce qu'on me dit toujours, mais comment on l'utilise? Là, c'est un rapport de L'Oréal, hein, aucune pub particulière pour L'Oréal, mais c'est juste parce que j'avais à le lire une fois, et c'est 400 pages. Et je lis beaucoup de documents depuis toujours, parce que je fais beaucoup d'études, bref, plein de choses. Et là, 400 pages, habituellement, ça me prend un certain nombre de temps à lire. Là, je lance dans la machine, hop, je le drop, hop, et en, 2 minutes, 3 minutes, ça me donne la synthèse. Et je lui demande, tiens, fais-moi la synthèse, prépare-moi mon prochain rendez-vous avec, et il va le faire. Ça n'empêche pas, encore une fois, c'est pour ça qu'on parle d'esprit critique, de vérifier. Donc j'ai un certain nombre de pointeurs, je vais regarder dans le rapport, une dizaine de pages à droite à gauche pour voir si c'est cohérent. Donc c'est pour ça que l'humain est encore là, parce que c'est pas non plus magique l'IA, mais ça vous fait gagner un temps phénoménal. Imaginez 400 pages multiplié par le nombre de rapports que, je ne sais pas quelle est votre fonction et ce que vous faites, mais moi je me tape des tonnes de documents aujourd'hui, mais ça a divisé par 10 le temps que je passe en analyse en fait. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, quand on parle d'innovation, qui est cette deuxième partie, c'est vraiment capital de comprendre que si on n'innove pas, à un moment on se fait dépasser. Et ça, pareil, c'est un slide que j'utilise depuis, on va dire, 10 ans, facile, où je montrais qu'un certain nombre d'entreprises, comme Avis, s'étaient fait dépasser alors qu'ils auraient pu créer Uber, que Marriott aurait pu créer Airbnb, mais qu'ils se sont endormis sur leur laurier. Et je ne pensais pas un jour mettre Google là. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que Google, pourtant qui a inventé le T de ChatGPT, le T de ChatGPT, c'est Transformers. Donc c'est un modèle qui permet aujourd'hui de faire ces larges modèles de langage. Donc ça a été inventé par Google, mais pour différentes raisons, ils n'ont pas sorti. Vous savez, c'est le fameux cas Kodak qui avait peur de sortir la photo numérique parce que ça mettait à mal leur business sur l'argentique. Là, c'est un peu pareil avec Google, au-delà des problèmes de sécurité, et ça, ils ont eu raison de ne pas le faire. Mais quand on fait un chat GPT dans lequel vous posez une question, vous avez une réponse, forcément, vous n'avez plus de lien sponsorisé et ça met à mal 80% de votre business quand même, accessoirement. Donc, il faut y réfléchir avant de le faire. Mais quelque part, quand vous ne le faites pas, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, ne pas innover, on le sait tous, même un Google peut se faire disrupter parce qu'il n'innove pas. Et ça, pourtant, on l'avait appris chez Google, il y a des techniques pour ça. Notamment, une des techniques, c'est le test and learn. Le test and learn, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut justement arrêter de se poser 50 000 questions. On teste, on regarde, ça fonctionne, on passe en production, et on l'a fait avec des grandes entreprises ici, que ce soit Carrefour, que ce soit La Poste, etc. La Poste, quand même, une entreprise centenaire, et a commencé à travailler un peu à la Google, quand on s'est mis à travailler avec eux, en disant, OK, au lieu de faire un grand plan quinquennal, en se disant je vais travailler sur un produit et je vais le sortir, mais au moment où je vais le sortir sur le marché, peut-être que le marché n'en veut pas ou peut-être que c'est plus time to market,
je le sors sur une petite population. Si ça ne fonctionne pas, je rechange un petit peu. Si ça fonctionne, je le mets à l'échelle et je le passe. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on le tue. Et on le tue en faisant quoi? En faisant ce qu'on appelle le fail fast. Fail fast, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, il faut tester un maximum de solutions. Donc, je teste, j'échoue, je teste, j'échoue. Et je vais vous dire un truc qui est hyper savant. Plus vous faites d'essais, plus vous avez de chances de succès. C'est hyper smart comme truc. Mais en vérité, c'est plus vous faites d'essais et plus vous apprenez à fail fast, à faire des échecs rapides, plus vous avez l'occasion d'en refaire de nouvelles et donc là, vous aurez plus d'essais. Et ça a été scientifiquement prouvé parce qu'il y a vraiment des études sur le sujet. Il faut tester, tester, tester. Si vous mettez trop de temps sur chacune des idées, à la fin, c'est vous qui perdez parce que vous aurez moins de succès que l'entreprise qui fait que de tester et se ramasser de temps en temps, et ça fait partie du jeu. Et une fois qu'on a compris ça, finalement, tout le monde peut innover. Et ça, c'est la bonne nouvelle, et notamment avec l'IA générative. Tout le monde peut innover, quelle que soit sa fonction, quel que soit son niveau hiérarchique, tout le monde peut essayer les choses. Et l'innovation, ce n'est pas juste l'innovation, qui va multiplier par 10 le chiffre d'affaires. Ça peut être de l'innovation incrémentale, ce n'est pas forcément de l'innovation radicale. Ça peut être de l'innovation managériale, ça peut être de l'innovation au niveau du produit, ça peut être de l'innovation au niveau de la façon dont on travaille avec les gens. C'est tout type d'innovation, tout secteur d'activité et toute fonction confondue. Donc on peut effectivement tous innover. Et une fois qu'on innove, en tout cas pour pouvoir tous innover, il faut vraiment comprendre cette notion de growth mindset. Vous savez, je vous en parle depuis le début, mais comment on arrive à se développer, nous en tant qu'individus, en permanence pour aller vers cette innovation. Finalement, c'est simple. Déjà, il faut comprendre une chose. Ça vous rappelle quelque chose, c'est dans le film Matrix. Comme dans le film Matrix, finalement, c'est assez drôle, mais la machine, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas d'émotion. Elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'empathie. C'est des choses qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui. Et c'est là qu'est notre super pouvoir. C'est que nous, on est des humains. On est des humains, donc on va justement ne pas se mettre en frontal par rapport à la machine là où elle va nous surpasser. Par contre, on va la surpasser là où elle n'est pas bonne. Donc, d'où, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, développons nos soft skills, développons nos compétences humaines pour faire en sorte que justement, on devienne complémentaire avec la machine et qu'ensemble, on soit augmenté quelque part grâce à cette machine. Et autre point, il faut ne pas oublier que la machine fait des erreurs. Mais j'ai envie de vous dire, tout comme l'humain. C'est assez rigolo, j'aime bien raconter celle-là parce que j'avais vu à un moment le service de météorologie, je crois que c'était en France d'ailleurs, s'est mis en grève un petit peu à un moment parce qu'il voulait introduire plus d'IA dans les prédictions. Sous prétexte que l'IA faisait des erreurs. Et quand on voit les prédictions météorologiques, parfois vous dites, c'est gentil, mais vous aussi. Donc en fait, l'idée n'est pas de savoir qui fait le plus d'erreurs, l'idée est de savoir, ok, comment j'utilise cette technologie à bon escient en me disant que finalement, ça ne m'empêche pas de garder mon esprit critique. Mais par contre, en l'utilisant bien, je vais gagner beaucoup de temps. Et, comme je vous le disais, l'humain aussi. Donc quelque part, cette nouvelle façon d'utiliser l'IA avec cette IA générative, il faut le voir comme un nouveau partenaire qui arrive dans votre équipe. Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez apprendre à travailler, quelqu'un qu'il va falloir apprendre à comprendre aussi, et c'est quelqu'un qui va faire des erreurs. Et vous allez lui apprendre à ne plus faire des erreurs, comme quand vous avez un nouveau collaborateur. Et tout comme un nouveau collaborateur, de temps en temps, il fera des trucs super bien, et de temps en temps, il fera des trucs moins bien. Et vous êtes là, justement, pour ajuster. C'est véritablement comme ça qu'il faut le voir. Et pour ça, hop, je le cache, j'ai un petit cadeau, comme toujours quand j'interviens. Je vais vous offrir un super livre qui s'appelle La Bestitude. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est comment on garde cette attitude positive dans un monde qui change tout le temps, en permanence. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Il ne faut pas en avoir peur de ce monde. C'est hyper positif ce qui se passe. Pour avoir le droit de gagner un livre, en tout cas pour ceux qui sont ici présents, je vais vous poser une question. En quelle année, selon Ray Kurzweil, c'est une espèce de grand gourou de la Silicon Valley, a dit, il y a à peu près 10 ans ou 20 ans, que l'intelligence artificielle surpassera l'homme. Et donc, quelle est l'année qu'il avait prévue? En quelle année, donc, l'intelligence, selon lui, artificielle, surpassera l'intelligence de l'homme? 2030 une fois. 2024 deux fois. Enfin, une fois d'ailleurs. 2020? Ah non, c'est trop tard, vous avez passé. Qui dit mieux? Il faut avoir le chiffre juste pour gagner le livre. 36, 28? 32. Mais non, en fait, je crois qu'il a dit ça il y a 20 ans. Bon, tant pis pour vous. Une dernière chance? 2045. 2045, il avait prédit ça il y a près de 20 ans, disant qu'en 2045,
l'IA va dépasser le meilleur des intelligences humaines et surtout nous emmènera vers ce qu'on appelle la singularité technologique. Je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, c'est ce moment où l'IA finalement qui arrive à s'auto-alimenter elle-même et faire des choses qu'on ne peut même pas encore imaginer, nous, en tant qu'hommes. Donc 2045, là, très récemment, au début de cette année, Ray Kurzweil a annoncé ça plutôt vers 2029. Vous n'étiez pas loin. Il a révisé un petit peu ses pronostics. Il y a des gens comme Elon Musk qui disent même que ça arrivera dans moins de 2 ans. Donc après, on sait toujours que Elon Musk est très optimiste. Mais quand même, le consensus, c'est de dire que ça va arriver. Et comme on sait que ça va arriver, alors d'autres en diront que ce n'est pas vrai, mais quand même, il y a un grand consensus qui dit que ça va arriver. Et comme on sait que ça va arriver, il faut rester assez humble par rapport à ça. Il faut surtout se dire que, encore une fois, ça va arriver. Donc il y a des endroits sur lesquels on ne va pas être en compétition, il y a des endroits où on va être meilleur. Donc travaillons des endroits où on va être meilleur. Travaillons justement pour faire en sorte de comprendre que cette exponentialité dont je vous parlais, elle est inéluctable. Là, je vous prenais l'exemple de l'utilisation pardon, je ne retrouve plus mes mots. Quand vous faites du séquençage humain, il y a quelques années, ça coûtait très cher et ça prenait beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait, j'étais même encore chez Google, donc dans les années 2019-2020. Pour $99, vous envoyez une goutte de sang et ça vous envoie tout votre ADN, en fait. Et ça, c'est assez hallucinant. Et on va de plus en plus. Donc, plus on avance, plus le coût du computing baisse et donc ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas avant. Et plus les machines sont puissantes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et en fait, ce slide est vraiment là pour faire comprendre qu'en fait, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle l'AGI, c'est donc Artificial General Intelligence. Les entreprises aujourd'hui, comme OpenAI ou d'autres, courent, pour plein de raisons, après celui qui sera le premier à créer cette intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui sera supérieure à l'homme. On y arrivera, comme je vous le disais. Par contre, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on n'a même pas besoin de ça aujourd'hui sur certaines tâches dans l'entreprise, et on l'a vu tout à l'heure au travers de la vidéo, pouvoir avoir des systèmes qui soient beaucoup plus efficaces que nous. Et ça, c'est vrai dans de plus en plus de domaines. Et comme on le sait que dans nos entreprises, les jobs, les tâches sont assez silotées, il faut plutôt regarder sur cette tâche, sur ce job-là en particulier, est-ce que j'ai déjà une IA qui me surpasse? L'idée de savoir si elle est générale, on s'en moque quelque part, parce qu'il y a très peu de gens, pour ne pas dire aucun, en tout cas pas moi, qui utilisent la totalité de son cerveau quand on travaille sur différentes tâches. Donc c'est regarder sur ces tâches-là, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui va me dépasser ou non, ou qui me dépasse déjà. Et en fonction de ça, regardez qu'est-ce que je peux ajouter moi en plus par rapport à ce qu'apporte la machine. Et pour, comme je disais, devenir un partenaire, c'est ce que Microsoft notamment appelle Copilot. Donc on n'est pas loin de la conclusion. Pour synthétiser, je reviens sur ce que disait Cédric Villani. Cédric Villani, c'est un brillant mathématicien qui disait déjà depuis un certain nombre d'années, quand il avait remis son premier rapport sur l'IA à l'époque, que finalement, ce qui va faire la différence, c'est pas d'apprendre à prompter, c'est pas d'apprendre à faire plus d'informatique ou d'IA finalement. C'est de comprendre véritablement quelle est la part de nos relations humaines, quelle est la part de nos compétences humaines qu'il faut développer pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Et pour ça, j'en ai beaucoup parlé, donc on y arrive enfin. Fixed Mindset, qui connaît les travaux de Carol Dweck? Carol Dweck est une chercheuse de Stanford. Non, ça ne vous parle pas. Je vous invite à regarder. Il y a d'ailleurs un TED Talk là-dessus, c'est les conférences TED de Carol Dweck. Il y a un bouquin aussi qui s'appelle, pareil, Growth Mindset, qui est hyper important. C'est vraiment de comprendre que finalement, elle a schématisé, mais de façon très, très, très documentée, 2 types de populations. Vous avez les Fixed Mindset et les Growth Mindset. Le Fixed Mindset, c'est celui qui refuse le changement et qui se dit que les choses sont innées, c'est comme ça. Vous savez, c'est celui qui se dit, moi, j'étais pas bon en maths quand j'étais au lycée. Tout ce qui est un ordinateur, tout ça, c'est pas pour moi. Le growth mindset, au contraire, déjà, il voit quand il voit des challenges, il les transforme en opportunités plutôt qu'en contraintes. Mais surtout, il se dit, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas apprendre. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que comme nos métiers vont changer, comme nos métiers vont évoluer, voire disparaître, il faut toujours se dire qu'on peut apprendre de nouvelles compétences. Et c'est ça, être fixed mindset. Et on le voit très bien, il y a un cas célèbre d'ailleurs qui est celui de Microsoft, que vous tapez un growth mindset Microsoft, vous allez voir, on vous explique comment Satya Nadella, c'est le PDG de Microsoft quand il est arrivé à la suite de Steve Ballmer, a complètement transformé la boîte et a fait en sorte que d'une boîte qui était un peu moribonde, qui avait raté pas mal de virages, le mobile, Internet, etc., est devenue la première capitalisation boursière que l'on a aujourd'hui, même devant Apple. Parce qu'en fait, première chose qu'il a faite, il n'a pas été sur la technologie, il a mis tous les collaborateurs de Microsoft, et comme c'était fait aussi chez Google, sur ces programmes de formation à la Stanford, sur Growth Mindset, pour changer la culture de l'entreprise et pour emmener vers plus d'innovation.
très rapidement, ça je vous le laisse, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça c'est documenté sur Internet. Le World Economic Forum, vous savez, qui organise le forum de Davos chaque année, ça fait plus de 10 ans en fait, qu'ils nous disent, voilà les 10 skills, les 10 compétences à travailler en priorité. La bonne nouvelle, c'est comme je vous disais, ça c'est facile à prédire et c'est écrit partout. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne le fait. À tel point qu'on est en train de regarder pour mettre un baromètre en France en place, pour regarder véritablement dans 400 entreprises françaises, qu'elles soient petites, ETI ou grandes, de se dire, OK, qui travaille véritablement sur ses compétences pour ses collaborateurs? Parce que si on ne le fait pas, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura une vraie casse. En revanche, si on le fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura à peu près du job pour tout le monde. Mais il faut vraiment travailler en priorité sur ces skills-là. Avec, en priorité encore plus, si vous ne voulez pas travailler sur les 10 parce que ça fait beaucoup en même temps, il y en a 4 qu'on appelle les 4C. Les 4C qui sont ces 4C des compétences clés, on appelle ça les compétences clés pour le 21e siècle, ce à l'heure de l'IA. C'est assez simple à retenir, un 4C, communication, alors le pensée critique, c'est pour critical thinking, c'est pour ça qu'on dit 4C, collaboration et créativité. Et si vous travaillez pour vous-même et vos équipes, vous êtes prêt à travailler avec l'IA, vous êtes prêt à ne pas être obsolète. Et en plus, si vous rajoutez une petite couche d'agilité, d'adaptabilité qui est hyper importante aujourd'hui dans un monde qui évolue hyper rapidement, et de leadership, là vous êtes tranquille pour les années à venir. Donc ça, c'est vraiment les sujets qu'il faut travailler dans les prochaines années. Et j'aime beaucoup ce slide aussi parce qu'en fait, ça nous renvoie chacun à la réalité des faits. C'est-à-dire que, alors, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je vous mets ce slide, qui a déjà fait du rafting dans la salle? Ok, donc on a à peu près un tiers des gens. Qui a déjà réussi à arrêter le bateau? Net. Non, personne? Vous n'êtes pas fort. Qui, mieux encore, a réussi à faire demi-tour et remonter le courant? C'est pas possible. Et en fait, j'aime beaucoup cette analogie parce que moi, je vois ça depuis plus de 25 ans dans les entreprises. Les gens, ils se disent, ouais, mais alors le truc, il arrive. Non, moi, j'y vais pas. Bah ouais, mais le truc, il avance. Non, moi, je vais continuer à faire comme on faisait hier. Ah non, tu peux pas, en fait. Donc, la seule façon de faire, c'est vous êtes là-haut. Surtout si c'est vous qui avez une équipe. Vous êtes là et vous êtes là pour regarder quelles sont les tendances. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, en train d'écouter quelqu'un comme moi qui va vous donner les tendances. Mais après, c'est à vous de bouger le navire. C'est à vous, avec vos équipes, d'éviter les vagues et de se dire, OK, là, il y a des embûches, j'évite. Là, je vais aller par là parce qu'il y a une opportunité. Et tout comme dans un canoë, plus vous êtes ensemble et plus vous êtes synchronisés, c'est pour ça qu'il y a besoin de former l'intégralité des collaborateurs en même temps et massivement. Parce que si à un moment, il y en a un qui est en train de reculer alors que l'autre, il en avance, on sait comment ça se termine. Tout le monde capote. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on avance ensemble. Et pour ça, il faut faire comme sur un rafting. Il faut se former, et se former essentiellement à 2 choses, vous l'avez compris. 1, évidemment, à l'IA. Qu'est-ce que c'est que cette IA générative? Comment on l'utilise? Et 2, surtout, à développer ses soft skills pour être en partenariat avec l'IA. Et ça, encore une fois, on le voit dans tous les rapports, donc je vous laisserai lire les rapports ou les parcourir rapidement avec ChatGPT. C'est ce qu'a fait une autre agence de com ici, pardon pour Epoca, parce que c'est pas de la pub pour d'autres, mais c'est de montrer en fait ce qui a été fait chez un concurrent qui s'appelle WPP, d'Epoca, mais ils l'ont fait, mais qu'à moitié. Ils ont formé tous les collaborateurs à l'IA générative, comment on fait des prompts, machin. Mais ils n'ont pas travaillé les soft skills. Et ça sert à rien. Alors peut-être que c'est bien, mais ça ne sert pas à rien. Mais c'est comme ce fameux adage qui dit apprends à pêcher ou donne un poisson en fait. Ils donnent un poisson. Mais ils n'ont pas appris à pêcher à leurs collaborateurs. Ce qu'il faut, c'est apprendre à pêcher à leurs collaborateurs pour que, à chaque fois, au fil des nouvelles transformations et des révolutions, on apprenne soi-même à aller chercher cette information. Et pour ça, je le fais moi, mais il y en a sans doute aussi d'autres. Donc, que ce soit Mars, la petite pratique que j'ai, qui fait des ateliers, notamment d'acculturation sur de l'IA, de façon ludique, de façon moins ludique, plus workshop, de travailler par exemple sur des images, comment on utilise un petit peu cette IA, mais surtout comment on développe ces soft skills. Et on les développe en apprenant en permanence. Je vous prenais le cas des agriculteurs tout à l'heure. Ces fameux agriculteurs, il y a une fois, et c'est pour ça que je mettais ce podcast, Cultiver l'avenir, ceux qui aiment l'agriculture, il y a un podcast très bien qui s'appelle Cultiver l'avenir, et il m'a été donné par justement un agriculteur qui me disait, moi, tu sais quoi, quand je suis sur mon tracteur, je continue à apprendre. Alors pourquoi lui, quand il est sur son tracteur, il peut continuer à apprendre, et nous, quand on va au bureau, on ne mettrait pas un petit podcast dans sa voiture, sur son vélo, peut-être pas sur son scooter, c'est un peu dangereux, et ça, il y a plusieurs modalités pour apprendre. Ce n'est pas forcément j'ai besoin d'avoir la formation qui va bien, payée par l'entreprise. Non, on peut apprendre en faisant des podcasts, on peut apprendre en lisant des livres, en écoutant des livres, comme sur Audible, ou des résumés de livres, parce que moi, j'ai même plus le temps d'écouter des livres, donc j'écoute des résumés de livres sur Cooper, Blinkist ou autres, ou en allant sur des LinkedIn Learning, par exemple. Bref, il y a toujours moyen d'apprendre. Et bien sûr, c'est pour ça que je mets le 7-minute workout, comment on garde de l'énergie en faisant un petit peu de sport tous les jours. Parce qu'en
en réalité, la partie santé mentale et santé physique est hyper importante dans votre cursus d'apprentissage. Si vous n'avez pas d'énergie, à la fin de la journée ou au début de la journée, vous allez dire je suis fatigué, j'ai pas envie. Donc votre cerveau, il n'est pas prêt à apprendre de nouvelles choses. En revanche, si vous êtes en pleine énergie, vous allez voir que l'apprentissage va être beaucoup plus simple. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que les deux sont très très liés. Allez, pour conclure, vous avez tout compris. Oui, vous avez tout compris. Grosso modo, pour la faire simple, n'attendez pas demain. Formez-vous à l'IA, mais surtout aux soft skills. Voilà, après vous aurez les slides, mais c'est ce qu'il faut retenir. Je te vois arriver, il y avait One More Thing. One More Thing. J'ai un petit peu débordé, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça, parce qu'on lance un nouveau format avec Epoca, un format de formation justement. Et pardon, pour le One More Thing, ceux qui ont la référence, c'est Steve Jobs qui disait toujours One More Thing. Et d'ailleurs, il avait piqué à Colombo, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, monsieur savait. Et donc, je me permets de lui piquer, puisqu'il avait lui-même piqué. Donc, ce n'est pas du vol. On en revient au droit. À qui est le droit, finalement? On ne sait pas. Parce que peut-être que Colombo l'avait lui-même piqué. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on lance une grande journée le 7 juin, donc, qui s'appelle AI Skills Révolution. Et cette journée du 7 juin, c'est exactement ce que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va travailler évidemment sur l'IA. On va vous apprendre, vous, vos équipes et l'ensemble des personnes que vous enverrez à utiliser l'IA au quotidien dans chacun de vos métiers. C'est inter-entreprise, c'est vraiment cross-fonctionnel, et ce, quel que soit votre niveau hiérarchique, au contraire, amener un maximum de monde. Et on va surtout aussi apprendre à travailler sur ces soft skills. Et comment on balance les deux pour pouvoir justement évoluer dans ce milieu-là. Et ce qui va se passer, il va se passer 3 choses à la fin de la journée, ça c'est garanti sur facture. Je vous dis ça parce que je l'ai fait à plein de moments chez Google et dans plein d'entreprises. La première chose, c'est que toutes les personnes que vous allez nous envoyer vont prendre conscience que oui, c'est quelque chose de hyper transformatif. Tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne peut pas s'adapter. Parce qu'on se dit, ok, pas plus que ça. En revanche, quand on prend conscience que c'est hyper transformatif et qu'il y a urgence de se bouger, on s'y met. La deuxième chose, c'est qu'ils vont être hands-on. On va les mettre en situation tout au long de la journée, aussi bien sur la partie soft skills que sur la partie IA. Donc ils vont vraiment utiliser et se dire, en fait, finalement, c'est aussi simple que l'image que je vous montrais de cet enfant de 7 ans qui fait quelque chose. On va démystifier l'IA et on va leur permettre de l'utiliser au quotidien. Et la troisième chose, une fois qu'ils auront compris que c'est important et qu'ils verront que c'est hyper simple à utiliser, forcément, ça va ouvrir un certain nombre de perspectives. On va leur ouvrir les chakras en se disant c'est fou tout ce que je peux faire dans mon métier maintenant grâce à l'IA générative. C'est dingue comment je peux, moi, gagner en productivité, en créativité et travailler avec mes équipes et faire progresser mon entreprise et l'emmener vers plus de résultats. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on vous garantit sur cette journée. Donc, je passe très rapidement. Voilà, grosso modo, on met 500 personnes dans une grande salle. Vous allez voir, ça va être hyper fun. Évidemment, il y a du fun, parce qu'il y a du contenu pédagogique, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de fun et de mise en situation. Donc les gens seront en binôme, ils vont travailler, vous allez voir, c'est hyper sympa. Et justement parce qu'ils vont travailler, je passe très rapidement je ne l'ai pas là, le détail de la journée, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le matin, on travaille sur les soft skills, l'après-midi sur l'IA. Le matin, pourquoi d'abord sur les soft skills? Parce qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi ils vont faire de l'IA générative, à quoi ça va leur servir, et surtout, on va faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes dans vos entreprises, c'est qu'on va et on va mettre un gentil coup de pied, mais avec beaucoup de bienveillance, à tout le monde en disant il faut se bouger là, il faut se bouger parce qu'en fait si on ne le fait pas et qu'on attend que ça vienne de l'entreprise, qu'on attend que ça vienne du manager, c'est pas bon pour l'entreprise, mais c'est surtout pas bon pour toi parce que tu te mets à mal ton employabilité. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, c'est leur faire prendre conscience qu'il faut apprendre à apprendre en permanence et on va travailler sur ces notions de growth mindset, justement, comment j'arrive à passer de ce fixed mindset à ce growth mindset pour avancer. Et une fois qu'ils ont compris tout ça, là, on passera enfin sur cette partie IA générative pour pouvoir l'utiliser. Mais ça ne sert à rien de donner un poisson si on n'a pas appris à pêcher d'abord. Dernier point, avant-dernier point, un cahier pédagogique, et ça c'est une vraie valeur quand ils seront dans cette journée. En début de journée, on va leur donner ce cahier pédagogique qui va leur permettre plein de choses. La première, c'est qu'ils vont retrouver beaucoup de contenu donc, avec lequel ils pourront repartir. Ils auront des exercices à faire dans la journée, mais aussi un peu comme un cahier de vacances. Ils vont partir sous le bras dans l'entreprise et on va leur mettre toute une liste de prompts métiers en fonction des différents métiers pour pouvoir leur faire gagner du temps. Mais surtout quand ils retourneront justement dans l'entreprise et qu'on espère que ce cahier pédagogique deviendra leur livre de chevet, ils vont pouvoir le partager avec les copains, les copines et se dire ok, c'est vachement bien et ça donnera envie aussi aux autres collaborateurs parce qu'évidemment on fera d'autres sessions, celle du 7 juin étant la première, mais on en fera d'autres. Et enfin, dernier point, vous avez compris, cette journée va être exceptionnelle, c'est même plus une formation, j'appelle ça une expérience d'apprentissage collaborative. Et en amont, on va bien sûr communiquer pour préparer, parce que c'est pas le type de formation qu'on a l'habitude de faire, c'est pas 10-20 personnes dans une salle, là c'est 500 personnes, avec beaucoup de fun. Et bien sûr, on va faire une petite évaluation en ligne au départ pour voir un peu le niveau de chacun. Et en aval,
il y aura un webinaire pour que toutes les personnes qui auront participé pourront aussi participer à ce webinaire pour reposer des questions, creuser un petit peu plus certains points. Et pour vous qui souhaitez travailler votre marque employeur, évidemment, vous avez possibilité de récupérer des vidéos, aussi bien pour communiquer en externe, mais aussi en interne, pour pouvoir faire la promotion de ce type d'événement et pousser vos collaborateurs à continuer à se former en permanence. J'en ai terminé. Pour ceux qui sont en ligne, ceux qui sont là aussi, il y a un petit questionnaire si vous voulez. Et je vais passer la parole à Iria. Je vous remercie de votre attention. Bravo, Salim. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, le sujet est passionnant et Salim connaît plus que bien son sujet. Comme je vous le disais en introduction, à l'agence, on est 100% raccord avec Salim sur cette idée qu'il faut explorer, mais il faut faire en avançant. On n'est plus, il n'y a plus de latitude pour j'observe, je réfléchis, je me demande, je fais des comités et après peut-être je vais me lancer. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et nous, ce qu'on s'est dit à l'agence, c'est que pour aider nos clients, et pour nous aider aussi, parce qu'on pratique la même chose pour nous en interne, ce qu'on devait faire, c'est aider à trier les choses et accélérer ce temps de passage à l'acte. Vous avez vu qu'il y a plein de freins dans les entreprises. Souvent, on se dit on est vraiment les derniers de la classe. En réalité, il y a plein de derniers de la classe. C'est difficile de passer à l'acte, c'est difficile de trier les choses. Et donc, on a essayé de structurer des approches, des solutions pour nos clients qui vont accompagner les différents niveaux. On est tous à des niveaux de maturité, maturité est un bien grand mot, mais d'avancer dans l'IA qui sont des niveaux différents. Et donc, on s'est dit qu'il y a ce premier niveau que Salim vient de commenter, d'expliquer avec ses journées vraiment plongées et accélératrices de la conscientisation, de la sensibilisation et de la formation. Il y a un deuxième niveau qui est d'aller former les équipes en interne, vraiment spécifiquement par rapport à leur mission. On a des missions aujourd'hui d'équipe marketing. Chaque équipe marketing chez nos clients est composée différemment, avec un périmètre de savoir-faire différent, avec une feuille de route différente. Et donc, on fait sur mesure les formations qui vont permettre vraiment de compléter cet exercice que Salim nous définissait. Troisième point, merci. Troisième point, c'est le fait de se lancer. Et donc, on a créé, comme on crée pour nous-mêmes, un certain nombre de GPT qui sont extrêmement pointus. Nous, on est très attachés, on fait un métier de com, on est très attachés à, quand on fait rédiger par nos rédacteurs ou par nos journalistes, au respect de la marque, de comment elle s'exprime, de quelle est sa personnalité, etc. On est très attaché à le fait que les messages portent sur une cible, que ça prend en compte sa culture, ses attentes, notamment en B2B, mais pas seulement. Et donc, on a créé des GPT aujourd'hui qui permettent d'avoir un bon niveau de respect de la marque et de respect de la cible. Et puis, dernière solution dont on est super fiers, parce qu'on a pas mal travaillé dessus, les équipes chez nous et à l'extérieur. C'est ce qu'on a appelé le Engage 360, qui est vraiment une application qui va permettre à l'entreprise, tous les acteurs de l'entreprise qui doivent communiquer par écrit ou par oral sur l'entreprise, donc nommément les équipes communication, marketing, RH et commercial, d'avoir une instrumentation qui homogénéise, qui aligne par nature, parce que c'est le job de cette application, qui aligne les discours pour être sûr que la marque employeur parle de la même façon que la marque produit ou que le commercial parle de la même façon que le marketing. Voilà, c'est quatre niveaux sur lesquels on travaille en développement permanent et que je voulais partager avec vous. Voilà, merci à tous.